Bonsoir à tous, bienvenue sur Vox Africa. Merci d'être au rendez-vous de la grande interview de Vox Africa, ce programme spécial de Vox Africa où durant 52 minutes, nous serons avec un invité principal qui sera soumis à une batterie de questions, une interview à bâton rompu que nous mènerons ici ce soir sur Vox Africa en compagnie de mon collègue Jules Domché qui est avec nous. Bonsoir Jules. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Merci, voilà, et alors notre invité du jour et non des moindres puisqu'il s'agit de Monsieur Pascal Affinguessan, le président du FPI, du Front Populaire Ivoirien. Monsieur Affinguessan, bonsoir. Bonsoir. Merci donc d'avoir accepté d'être l'invité de Vox Africa pour cette grande interview. Alors donc un entretien, comme je le disais, de 52 minutes, et alors on évoquera 4 thèmes en 2 parties. On reviendra un peu sur l'histoire, c'est pour pouvoir un peu poser les bases de la situation actuelle en Côte d'Ivoire, la gestion donc du pouvoir de 2000 à 2010, quand vous-même avez été Premier ministre, les accords de paix de Lina Marcoussis, ceux de Ouagadougou, qui ont permis justement aussi le processus électoral de 2010, et ensuite la crise post-électorale. Donc ça, on reviendra dessus, des éléments concrets. Et ensuite, dans une seconde partie, on parlera du présent et de l'avenir, c'est-à-dire l'avenir de l'opposition, le Front populaire ivoirien, et puis aussi le processus de réconciliation nationale de la Côte d'Ivoire qui est en chantier, et on verra comment vous vous positionnez vous-même. Avant ça, un petit peu une présentation pour nos téléspectateurs de qui êtes-vous, succinctement. Pascal Affinguessan, vous êtes né en 1953 à Bouadikro, vous avez donc 60 ans. C'est une sous-préfecture, donc la sous-préfecture de Bongouanou, vers le centre donc, de la Côte d'Ivoire. Vous êtes ingénieur civil. Le centre-est, exactement, merci pour la précision. Vous êtes ingénieur civil spécialisé dans les télécommunications, formé à l'université d'Abidjan. Et en France aussi, à Évry, donc à l'Institut national des télécoms. Et vous avez rejoint le FPI en 1988. C'est 1986, merci aussi pour la précision. D'accord. Donc en 1986, parti fondé bien sûr par l'ancien président Laurent Gbagbo. Vous étiez membre de la direction nationale, puis vous êtes devenu président, succédant précisément à M. Laurent Gbagbo le 22 juillet 2001. Ancien ministre et puis aussi ancien Premier ministre d'octobre 2000 à mars 2003. Vous avez eu donc à la tête du gouvernement ivoirien. Après la chute donc, du régime de l'ex-président Laurent Gbagbo, vous avez été assigné à résidence le 13 avril 2011, détenu notamment à Bouma dans le nord du pays, avec d'autres proches du président Gbagbo, dont son fils Michel Gbagbo. Et puis le 5 août 2013, vous avez été libéré avec 13 autres proches donc, du président Gbagbo. Et vous avez aussi été, dans votre curriculum vitae, j'ai noté que vous avez été vice-président de l'Internationale socialiste. C'est exact? C'est bien ça. Voilà. Alors dites-nous d'abord, pour commencer, quel est actuellement votre statut judiciaire? Parce qu'on ne sait pas si vous êtes en liberté surveillée, vous êtes totalement libre. Officiellement, nous sommes en liberté provisoire. C'est ce que la décision de justice indique. Mais vous avez dit que vous vous sentez pas comme quelqu'un qui a non, pas du tout. Politiquement, moralement, je ne me sens pas vraiment concerné par cette procédure judiciaire qui a été mise en œuvre pour des motivations essentiellement politiques. Et j'ai été libéré aussi pour des raisons politiques. Donc personnellement, je ne me sens pas concerné et je considère que la solution de tout cela relève véritablement de la politique. Et vous êtes libre de vos mouvements? Vous parlez dans la presse? Je me donne la possibilité de m'exprimer. La liberté se conquiert. Ce n'est pas un don d'une autorité, c'est un principe constitutionnel, c'est un droit de l'homme. Et l'homme doit jouir de ses libertés dans l'action. Et c'est ce que je fais. Mais est-ce que ça ne vous limite pas, évidemment, de ne pas pouvoir sortir du territoire? Mais évidemment, ça me limite. Mais ce qui limite, en fait, c'est la gouvernance du pays. C'est l'absence de liberté, de démocratie. C'est la dictature que l'on veut imposer sur l'ensemble du pays. C'est cela la limitation. Et cette limite ne frappe pas qu'Affinguessan. C'est une limite qui frappe l'ensemble des Ivoiriens. D'accord. Et donc, actuellement, je veux dire, au niveau de la justice, qu'est-ce qu'il en est? Vous attendez votre procès? Avez-vous été inculpé? Est-ce que vous êtes convoqué par le juge régulièrement? Non, je vous dis que je ne me sens pas concerné. Moi, je mène mes activités. Oui. Et puis que le gouvernement fasse ce qu'il a à faire. Que les autorités fassent ce qu'elles ont à faire. Pour le moment, je n'ai aucun contact avec la justice. Il m'a été signifié
aucune décision particulière. Donc, évidemment, je mène ma vie comme n'importe quel citoyen. D'accord. Alors, peut-être on va terminer avec ce chapitre judiciaire. Comment est-ce que vous avez vécu votre libération et vos 13 autres homologues? Vous avez dit tantôt que c'était une décision politique. Nous avons reçu ici le ministre de la Justice ivoirienne qui nous dit que c'était une décision des juges. Vous, qui a décidé de votre libération selon vous? Oh, c'est certainement le chef de l'État. C'est le chef de l'État qui a décidé de la libération de tout cela, comme il a décidé de toutes les autres libérations. Et je crois que c'est parce que la logique qui a présidé à notre arrestation était arrivée à bout de souffle. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus prospérer, la politique ne pouvait plus avancer, les autorités ne pouvaient plus continuer dans cette voie. Elles étaient obligées de poser des actes d'apaisement, des actes de décrispation, parce que c'était dans l'intérêt du pays et c'était, je suppose, vivement recommandé par les partenaires internationaux. D'accord. On va peut-être, Eric, revenir sur cet aspect-là, sur la réconciliation. Je voulais quand même, avec ta permission, sur les autres détenus, parce qu'on vous a libéré, mais il y a encore plein de gens qui ont été arrêtés après la crise post-électorale. Quel est leur sort pour vous? Qu'est-ce que vous faites comme démarche? Parce qu'on dénombre aujourd'hui plus de 748 prisonniers politiques en Côte d'Ivoire qui sont là sans procès, ne sont jamais passés devant le juge et on ne sait même pas toujours pourquoi certains ont été arrêtés. Tout ça est très très flou. Et qu'est-ce que vous faites concrètement au quotidien pour ces autres camarades qui sont restés en prison? Nous travaillons à sensibiliser les autorités gouvernementales, le chef de l'État, sur la nécessité de les libérer au nom de la paix, de la stabilité et de la réconciliation. Nous considérons que nous ne pouvons pas continuer, que le pays ne peut pas continuer dans cette voie, que c'est une voie sans issue, c'est une voie suicidaire, c'est une voie qui maintient le pays dans la crise et donc nous agissons. Et il y a quelques heures, nous avons rencontré les dirigeants du Rassemblement des Républicains, le parti du président Alassane Ouattara, pour justement continuer, je dirais, la sensibilisation sur cette nécessité. Et donc, nous travaillons à cela. Nous faisons le tour du pays pour parler aussi de la nécessité de la libération. Nous mobilisons l'opinion nationale et même l'opinion internationale pour que le gouvernement arrête dans sa logique d'anéantissement, dans sa volonté d'anéantissement de l'opposition, dans sa dictature qui est imposée sur l'ensemble du pays, et pour que nous engagions ensemble la décrispation, la réconciliation, la restauration des libertés publiques, de l'état de droit, pour que la Côte d'Ivoire se normalise et que la reconstruction du pays soit possible. Et comment vous qualifierez ce dialogue-là, puisque vous nous dites que vous êtes en dialogue, en discussion avec les autorités actuelles de la Côte d'Ivoire? C'est un dialogue constructif ou un dialogue de sourds? Bon, nous ne pouvons pas dire totalement que c'est un dialogue de sourds. C'est difficile, ça traîne, ça hésite, ça tergiverse. Mais nous sommes déterminés à tout faire pour que le dialogue aboutisse à la réconciliation, à l'apaisement et à un jeu démocratique clair et transparent. Mais puisqu'on y est déjà, Eric, on va peut-être continuer. C'est sur la question de la justice, parce que vous dites qu'il faut libérer. Mais est-ce qu'on peut libérer sans juger? Il faut bien qu'il y ait des coupables. Quelle est votre position par rapport à cela? Il y a deux écoles. Ceux qui pensent qu'il faut aller vers une amnistie générale, oublier tout et avancer. Il y a ceux qui pensent que c'est impossible de parler même de réconciliation sans avoir fait parler la justice. Vous, quelle est votre position? Nous sommes d'accord, nous sommes favorables à la réconciliation dans la justice. Mais nous considérons que la justice pénale, à l'heure actuelle, l'appareil judiciaire ivoirien n'est pas en mesure de dire le droit, n'est pas en mesure de mener des procédures équitables et impartiales qui pourraient garantir la réconciliation. Or, si la justice n'est pas impartiale, si elle n'est pas neutre, le risque, c'est que les violences reprennent parce que des personnalités auraient été victimes d'une injustice. C'est pourquoi nous proposons au gouvernement d'abandonner la justice pénale qui est décriée par tout le monde, y compris par la communauté internationale, et de nous engager dans une autre forme de justice que nous appelons la justice transitionnelle, qui a fait ses preuves ailleurs. C'est un mécanisme qui a des principes définis par les Nations Unies, qui est un mécanisme qui a été mis en œuvre dans d'autres pays qui se sont retrouvés dans des situations identiques à celles de la Côte d'Ivoire, de manière à ce que nous recherchions la vérité sur toutes les exactions, tous les crimes, que nous entendions les victimes, que les accusés puissent venir aussi se défendre, que la justice soit rendue, que les réparations soient décidées en faveur des victimes,
mais que tout cela permette d'aboutir à la réconciliation. Donc c'est ce mécanisme de justice transitionnelle que nous proposons, qui pourrait permettre véritablement de faire une justice impartiale, une justice neutre, une justice qui rechercherait véritablement la vérité sur tout ce qui s'est passé pendant ces douloureuses années de crise. Et dans ce processus-là, est-ce que vous mettez toujours la barre très haut, c'est-à-dire comme préalable la libération de l'ancien président Laurent Gbagbo, ou alors ça, c'est quelque chose qui est aussi discutable? Nous mettons comme élément de favorisant la libération de tous les prisonniers politiques, y compris... Oui si on ne peut pas, vous savez, la notion de préalable n'est pas appropriée dans le contexte actuel. Il faut discuter, il ne faut pas fermer la porte, il ne faut pas rester sur des positions figées. Il faut amener les uns et les autres à comprendre le bien fondé de vos revendications, la nécessité de la libération du président Laurent Gbagbo au nom de la réconciliation nationale, comme celle de tous les autres prisonniers politiques. C'est-à-dire toutes les situations qui résultent de la crise, qui sont les conséquences de la crise et qui entravent la réconciliation nationale. Toutes ces situations, il faut les lever. C'est dans l'intérêt du pays. On peut les lever progressivement, on peut les lever globalement. L'essentiel, c'est qu'il y ait un processus. Vous savez, la réconciliation nationale est un processus. Et donc, il faut faire des avancées. Et il ne faut pas dire que c'est un paquet qui est à prendre ou à laisser. Nous ne sommes pas dans cette logique. Mais c'est une évolution de la position du FPI. On sait qu'au tout début, après la crise, c'était si on ne libère pas Gbagbo, il n'y a pas possibilité de discuter. Votre parti a refusé de prendre part à un certain nombre de rencontres, de prendre même part aux élections. Et on sait que ça a créé aussi des frictions internes. C'est une évolution, vous nous rassurez, que vous avez changé un peu de cap. Non, la situation n'a jamais été figée. La non-participation du FPI aux élections législatives et locales ne résulte pas uniquement du fait que le président Laurent Gbagbo est en prison à La Haye. Cela résulte aussi d'autres causes. La question de la sécurité, la question des autres détenus politiques, des exilés, la question du gel des comptes et de l'occupation des domiciles de tous les pro-Gbagbo. Il y a donc un panel de raisons qui ont justifié. Et je suis persuadé que si un certain nombre de raisons, d'obstacles avaient été levés par les autorités étatiques, certainement que le parti serait allé aux élections, même si d'autres problèmes n'avaient pas été réglés. Nous aurions pu les régler. Ça a coincé sur quel point? Oh, mais ça a coincé sur l'ensemble qu'aucun acte n'a été posé, aucune ouverture n'a été faite à notre parti, aucune concession n'a été faite sur l'ensemble des préoccupations de l'opposition. Et donc, naturellement, les camarades qui étaient en liberté à ce moment n'avaient aucune raison de participer à ces élections. Monsieur Pascal Afingessang, qui dirige le FPI maintenant? Mais c'est le président du FPI qui dirige le FPI. Qui est le président du FPI? Mais c'est évidemment moi, je ne sais pas si vous en êtes informé, mais c'est moi le président. Oui, on sait bien que c'est vous le président, mais d'après nos informations, le président Laurent Gbagbo, même à La Haye, a toujours une grosse influence. Non, c'est une erreur, ce n'est pas une vérité. Puisque le président Laurent Gbagbo, dans la situation actuelle, on ne peut pas être en prison et diriger un parti politique. Moi-même, j'étais en prison ici à Bouna, en Côte d'Ivoire. Mais je n'ai jamais tenté parce que c'est impossible matériellement. Mais matériellement impossible. Et politiquement, ce n'est pas possible. Non, alors, ça veut dire que vous avez la liberté, ça veut dire que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur ce plateau si vous serez à l'élection de 2015 ou pas. Est-ce que le FPI va participer à la prochaine élection présidentielle? Ce n'est pas le président du FPI qui décide, c'est le congrès du parti qui décide. Et le moment venu, le congrès va se réunir. Mais ça tombe très bien, président, quand vous parlez du congrès. Vous savez que le FPI n'a pas tenu de congrès depuis plus d'une dizaine d'années, alors que dans vos textes, il faudrait un congrès tous les 3 ans. Comment vous expliquez cela, justement, cette inertie que le FPI a connue? Cela est lié à la crise. Dans un contexte de crise, c'est difficile d'organiser un congrès. Nous avons espéré qu'après l'élection de 2010, la situation serait normalisée et que nous aurions pu aller tranquillement à un congrès pour renouveler les instances. Malheureusement, nous avons basculé dans la crise post-électorale. Et actuellement, la situation est rendue encore plus complexe par le fait que nous avons beaucoup d'exilés. Nous avons beaucoup de nos camarades qui occupent des postes importants dans l'appareil qui sont en prison. Et donc, toutes ces situations ne nous permettent pas, pour des raisons éthiques, mais aussi pour des raisons matérielles, de convoquer un congrès. C'est pourquoi nous nous battons aussi pour la libération de tous nos camarades, pour le retour des exilés. Ce seraient des conditions pour que nous puissions tenir un congrès, parce que nous en avons besoin. Cela fait plus de 10 ans que c'est le même appareil qui conduit la politique du parti. Nous sommes obligés de faire des rafistolages actuellement en termes de mobilisation des autres cadres, de l'association des autres cadres à la conduite des affaires du parti.
nous pensons qu'un congrès nous permettrait véritablement de faire le bilan, repenser la vision. Est-ce que vous avez le temps, président Affi-N'Guessan? Les élections, c'est demain, c'est en 2015. Bien sûr. S'il faut attendre le congrès, ça veut dire qu'en 2015, le FPI ne fera pas l'élection présidentielle. Vos adversaires sont déjà en Nous sommes persuadés que toutes ces situations seront réglées avant 2015 et que nous tiendrons notre congrès à la fois pour nous donner une nouvelle direction et vous irez à l'élection? Vous irez à l'élection? Mais un parti politique est créé pour prendre le pouvoir et pour appliquer son programme. Ça, c'est notre mission. Donc, objectivement, il n'y a pas de raison de se poser la question. Mais comme je vous l'ai indiqué, il y a une procédure pour aller à une telle compétition. C'est d'abord l'étape du Congrès et c'est le Congrès. Donc je ne peux pas dire que je ne peux pas me substituer au Congrès pour affirmer, même si je sais à peu près que nous avons le droit, que nous sommes fondés à aller à des élections. Mais donc en dépit, je veux dire, des conditions que vous avez déjà fixées pour votre non-participation au précédent scrutin, le scrutin de 2015, le scrutin présidentiel, là vous irez quoi qu'il se passe? C'est un scrutin tellement important que vous ne pouvez pas le rater celui-là. La politique de la chaise vide, c'est fini alors? Non, mais je vous l'ai dit que c'est le Congrès qui décidera de la participation du parti. Mais votre sentiment personnel, à vous? Mais mon sentiment personnel, c'est qu'un parti est fait pour prendre le pouvoir. Et notre ambition, c'est de prendre le pouvoir en 2015. D'accord. Alors vous, Pascal Affi-N'Guessan, à titre personnel, est-ce que vous voulez être président de la République? Ça vous intéresse, ça? Vous savez, quand vous vous engagez dans le combat politique et que vous travaillez en équipe, la question ne devient plus une question personnelle. C'est une question... Non, il faut un homme pour incarner une idée, un projet. Même si j'ai des ambitions personnelles, ce n'est pas sur ce plateau. Non, il faut bien le dire, parce que... C'est tout à fait louable d'avoir les ambitions de diriger son pays. Si on n'a pas d'ambition, on ne fait pas de la politique. Si on n'a pas d'ambition pour soi-même et pour le pays, on ne fait pas de la politique. Pascal Affi-N'Guessan, est-ce que vous avez définitivement, c'est un peu le sous-entendu qu'on peut avoir dans vos propos aujourd'hui, tourner la page Laurent Gbagbo et vous dire il faut un nouveau leader et ce leader-là, c'est vous? Est-ce que vous êtes en cet état d'esprit? La question ne se pose pas à ce niveau. Le problème ne se pose pas en termes de tourner la page, puisque la page Laurent Gbagbo, elle est ouverte. Et on doit la lire, on doit l'écrire. Mais cela n'est pas la seule page de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres pages qu'il faut écrire. Par exemple, aujourd'hui, il y a la reconstruction du pays, il y a la réconciliation nationale. C'est vrai que tous ces éléments sont liés aussi à la cause du président Laurent Gbagbo. Donc, il y a un ensemble de défis à relever. Et donc, il faut mener ces défis-là, il faut mener ces combats-là. Et c'est ce que nous faisons. Donc, écrire la page de l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est mener tous ces combats de front et faire avancer les choses. Nous qui sommes aux commandes du parti, nous devons faire avancer les choses. Demain, ceux qui viendront prendront en main les questions qui n'auront pas été résolues par notre génération et continueront de se battre. Et précisément, c'est de cette façon que nous appréhendons la question politique. Vous venez de dire la page de l'ex-président Laurent Gbagbo n'est pas fermée, elle est toujours ouverte, parce qu'effectivement, il est toujours là, il a toujours ce magistère, si on peut dire, moral sur le parti, sur une bonne partie aussi de l'opinion publique ivoirienne. Mais quelles sont vos relations avec vous, justement? Vous avez dit qu'il est un peu restreint dans ses mouvements, mais vous communiquez avec lui. Mais la page de Laurent Gbagbo n'est pas tournée. Non, ce n'est pas uniquement par rapport au FPI que la page de Laurent Gbagbo n'est pas tournée. C'est par rapport à la Côte d'Ivoire. C'est un élément, c'est une donnée de l'actualité en Côte d'Ivoire. Qu'il s'agisse des populations, qu'il s'agisse du pouvoir en place, qu'il s'agisse du FPI, Laurent Gbagbo est une question à laquelle nous devons répondre tous. Ce n'est pas le pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir se mobilise pour faire en sorte qu'il soit maintenu en prison, que ses charges soient condamnées et confirmées. Le FPI se mobilise pour que sa culpabilité, disons son innocence soit établie. Donc, c'est une donnée qui s'impose à nous. Ce n'est pas seulement au FPI. Maintenant, par rapport à l'avenir, vous savez, les hommes passent, les institutions restent. Et nous souhaitons, notre ambition, c'est que le Front populaire ivoirien soit une institution qui dure le plus longtemps possible. C'est-à-dire qu'après Gbagbo, après Affi, après Sangaré, après Simone, il y aura encore d'autres hommes qui continueront à animer le FPI. Gbagbo ne peut pas dire qu'il sera la seule personnalité qui va rester éternellement à la tête du Front populaire ivoirien. Donc, il n'est même plus, depuis 2001, il n'est plus président du Front populaire ivoirien. Depuis 2001, c'est Affi. Et peut-être après Affi, il y aura d'autres leaders. Donc, pour nous, la question de l'avenir ne se pose pas. Elle se règle naturellement. Maintenant, par rapport à 2015, comment les choses vont se faire, nous déciderons le moment venu en fonction
de la réalité politique qui se présentera à nous. Toujours par rapport à 2015, nous avons reçu l'un de vos anciens camarades, que vous connaissez très bien, Mamadou Koulibaly, qui est parti du FPI. Enfin, il nous a dit qu'il a été chassé du FPI. Vous allez nous dire si c'est le cas. Et pour lui, il faut une coalition de l'opposition contre le régime en place. Quelle est votre position? Et d'abord, dites-nous, est-ce que Mamadou Koulibaly a effectivement été chassé? Si oui, pourquoi? En tout cas, il est parti pendant que j'étais en prison à Bouna. Mais d'après les informations que j'ai pu avoir, et il n'était plus sur la même ligne que la grande majorité des militants. Il a proposé que les camarades tournent la page de Gbagbo. Il a proposé que les camarades changent le nom du parti, qu'ils changent de vision idéologique. Ce sont des propositions qui n'ont pas été acceptées. Il en a tiré les conséquences et il est parti. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce que je peux dire de ce que je sais. Mais est-ce que ce n'est pas une perte pour le FPI? Parce qu'on sait évidemment, chaque fois, ancien ministre des Finances, ancien président de l'Assemblée nationale. Évidemment, chaque fois c'est l'une des fortes têtes que le FPI avait. Bien sûr. Il n'est pas parti seul. J'imagine qu'un certain nombre de militants l'ont suivi. Je ne sais pas quelle est l'ampleur de ceux qui sont partis avec lui, mais ce que je note, c'est qu'il n'y a pas de cadre d'envergure, soit des élus, soit des membres de la direction du parti qui soient partis avec lui. Et c'est toujours une perte quand un camarade d'un si haut niveau quitte un parti politique. Mais vous savez, la vie politique, elle est faite de ceci. Maintenant, la coalition... Est-ce que vous pouvez vous rapprocher notamment avec Leader, avec les autres partis de l'opposition? Ça reste un potentiel allié ou c'est un adversaire désormais? Non, il est dans l'opposition comme nous, donc nous ne pouvons pas le considérer comme un adversaire. Notre adversaire, c'est le parti au pouvoir. Maintenant, est-ce qu'il y a possibilité de constituer une coalition de l'opposition? Tout dépend des propositions, parce qu'une coalition, elle doit se faire d'abord autour d'un projet. Elle ne peut pas se faire seulement autour de la volonté de dégager un parti au pouvoir. Il faut qu'il y ait un projet qui soutienne cette volonté d'alternance. Donc, si nous nous entendons sur ce projet, dans ses différentes dimensions politiques, économiques, sociales et culturelles, mais de ce que vous avez entendu de la présentation de son parti, de son mouvement, est-ce que idéologiquement, il est très éloigné de vous ou pas? Je pense qu'il y a quand même une nuance, parce que c'est l'une des raisons de son départ, l'écart de vision au plan idéologique et politique. Donc il y a une nuance. Mais vous savez, dans certaines circonstances, nous pouvons faire l'effort de dépasser les nuances s'il y a un intérêt majeur, une question fondamentale qui est en jeu. Et aujourd'hui, la question fondamentale en jeu, c'est la question de la démocratie, de l'état des droits, c'est la question de la paix et de la réconciliation. Et sur ces questions, nous pouvons, même s'il y a des nuances au plan idéologique entre les différents partis, nous pouvons nous rassembler. D'accord. Alors, vous avez dit tout à l'heure, vous avez rencontré, ça on le sait, le secrétaire général par intérim du RDR, M. Soumaoro, alors, pour discuter. Et certaines personnes et certains analystes pensent que vous négociez une entrée au gouvernement. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous réclamez un partage également du gâteau national, comme on a eu l'habitude de le voir, notamment dans ce pays pendant une dizaine d'années? Est-ce que le FPI peut entrer au gouvernement? Ce n'est pas avec M. Soumaoro qu'il faut négocier une entrée au gouvernement. Si tel était notre ambition, si c'était soit avec le Premier ministre ou le Président de la République. Non, je crois qu'il n'y a aucun élément qui puisse donner à penser que nous sommes désireux d'entrer dans un gouvernement. Notre histoire le prouve. Et l'actualité, à travers tous les actes que nous posons chaque jour, montre bien que notre préoccupation aujourd'hui, c'est la paix et la réconciliation à travers le dialogue politique, pour que tous nos camarades qui sont en prison sortent de prison, ceux qui sont en exil reviennent d'exil, et que la situation se normalise. Et pour nous, ce sont des conditions urgentes, nationales. Le reste n'est pas à notre agenda à l'heure actuelle. Si vous permettez, Président Finguessan, je suis un peu surpris que vous le dites, votre préoccupation, c'est la réconciliation, parce que du côté du pouvoir, on vous accuse de bloquer le processus de réconciliation. On dit justement, s'il n'y a pas avancé dans la réconciliation, c'est parce que le FPI, qui est le principal parti de l'opposition, refuse de dialoguer. Oui, parce que le pouvoir a une conception de la réconciliation qui n'est pas la nôtre. Pour le pouvoir, la réconciliation, c'est la soumission de l'opposition. Ce n'est pas le consensus.
Nous pensons que la réconciliation, et c'est pour ça que lorsque nous parlons de réconciliation, lorsque nous parlons de consensus, que nous faisons des propositions concrètes, et nous l'avons fait à travers des thèmes de référence du dialogue politique et des États généraux de la République que nous avons transmis au gouvernement, nous ne sommes pas compris. Parce que le pouvoir en face aurait souhaité que nous nous alignions sur ces positions, que nous nous soumettions à son diktat, que nous ne soyons pas une opposition responsable. Et donc c'est pour cela qu'ils tiennent le langage que vous évoquez. Sinon, nous sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire l'acteur majeur de la réconciliation. C'est le Front populaire ivoirien qui pose les actes en faveur de la réconciliation. Le président Alassane Dramane Ouattara a estimé que ce que vous appelez les États généraux de la République, ce sera une pure perte de temps. En réalité, qu'est-ce que vous pensez? Il a parlé même de bavardage. Oui, enfin, il estime qu'il y a un processus de réconciliation qui est en cours. Il y a un cadre qui est déjà placé. Il y a un cadre et qu'on n'a pas créé un nouveau cadre. Oui, mais cela fait 3 ans que ce cadre a été créé. Quels sont ses résultats? La Côte d'Ivoire reste divisée. Tous les problèmes sont en l'état. La gouvernance est décriée à la fois à l'intérieur comme à l'extérieur. Les violations des droits de l'homme sont courantes et quotidiennes. La dictature n'a pas changé. Donc, c'est dire que le gouvernement actuellement a échoué en termes de réconciliation et cet échec préoccupe au plus haut point la communauté internationale. Et c'est pour cela que nous faisons cette proposition. Donc, quand on a échoué, il faut changer de politique. Et nous proposons une nouvelle politique. Mais est-ce que votre libération ne s'inscrit pas dans ce cadre? Est-ce que vous prenez ça comme un acte fort? Parce qu'on a vu que cela a été salué. Vous-même, vous avez essayé dans vos propos, même si c'était un peu modéré, de reconnaître que c'était là un pas très fort pour la réconciliation. Est-ce qu'après ça, on peut encore dire que le gouvernement ne fait rien pour la réconciliation? Je souhaite que le gouvernement soit cohérent. Étant donné qu'il m'a libéré parce qu'il pense que je peux apporter quelque chose à la réconciliation, qu'il soit cohérent et conséquent en acceptant les propositions que je fais. Parce que ma libération n'est pas seulement un acte pour que je sois libre de mes mouvements, mais aussi libre de mes pensées, de mes propositions pour la Côte d'Ivoire. C'est en cela que ma sortie était importante. Ce n'est pas parce qu'un individu est dans les liens de la détention et qu'il faut le mettre en prison, mais parce que cet individu-là a une capacité de proposition, a des idées qui peuvent permettre au pays d'avancer. Alors pourquoi, l'ayant mis en liberté, on refuse de l'écouter? Voilà le dilemme dans lequel... Mais est-ce que vous êtes aussi dans un esprit de dialogue quand vous traitez déjà ce gouvernement de dictature? Est-ce qu'on peut discuter avec des gens, dire dans un bon esprit, en venant, en traitant, en les qualifiant de dictateurs? Je qualifie leur politique. Ce ne sont pas les individus c'est leur politique qui est une dictature. Et je leur demande de changer de politique. Et cette dictature, elle est reconnue par tous. Lorsqu'on parle de justice des vainqueurs, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les organisations internationales des droits de l'homme, comme Amnesty, la Fédération internationale des droits de l'homme. Lorsqu'on parle de corruption, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU, c'est Transparency International. Lorsqu'on parle de toutes ces questions-là, on est obligé de conclure. Lorsque un rapport de l'ONU accuse même ce gouvernement de mener des opérations en pays étrangers pour kidnapper les réfugiés politiques et pour assassiner des opposants politiques, c'est pas moi qui le dis. Ce sont les termes, ce sont les manifestations de la dictature. Et de ce point de vue-là, justement, vous accusez ce gouvernement de corrompu, ce gouvernement de mauvaise gouvernance et tout ça. On reviendra sur le thème de la réconciliation un peu plus tard. Mais on fait justement, vous avez dit, le FPI a une histoire, il faut revenir à l'histoire. Donc on fait ce petit détour par l'histoire. Je l'ai rappelé, vous avez été Premier ministre exactement entre octobre 2000 et mars 2003. Est-ce que votre bilan, il est parfait? Durant votre exercice du pouvoir, il n'y a pas eu de problème de gouvernance, il n'y a pas eu de problème de restriction de liberté? Nous ne pouvons pas dire que notre bilan est parfait. Nul n'est parfait sur cette terre. Mais nous avons fait les choses avec bonne volonté, avec engagement, pour résoudre les problèmes qui se posent. La question, par exemple, de la corruption est une question qui est, je dirais, endémique en Côte d'Ivoire. Elle n'est pas née avec l'arrivée, elle n'est pas née hier. Nous avons travaillé à faire en sorte que la corruption recule. Nous avons travaillé à faire en sorte que la bonne gouvernance imprègne l'action gouvernementale. Par exemple, c'est nous qui avons inventé ce concept d'appel à candidature pour pourvoir les postes majeurs de l'administration. Donc, ne pas nommer des partisans à la tête des grandes régies financières, mais nommer par rapport à des compétences, par rapport à des objectifs que nous avons fixés. C'est nous qui avons pris un certain nombre de mesures en faveur de la presse. Et donc, la lutte contre la corruption était une donnée fondamentale de la politique du président Laurent Gbagbo.
sur le terrain de la réconciliation, nous avons mis en œuvre un certain nombre de chantiers. Ouverture du gouvernement, l'ensemble des forces significatives du pays, dès l'accession au pouvoir du président Laurent Gbagbo, pour apaiser les tensions, pour rassembler les Ivoiriens autour de la question de la réconciliation nationale. Et cette question a été, je dirais, consolidée par le Forum de la réconciliation nationale qui a été organisé en 2001 pour aller plus loin et dans le rassemblement et dans l'unité du peuple. Évidemment, nous ne sommes pas les seuls acteurs. Il y a l'ensemble de la communauté nationale. Il y a les acteurs politiques de l'opposition. Si tout le monde avait fait preuve de bonne volonté, si un certain nombre d'acteurs n'avaient pas choisi, malgré ces efforts, d'engager une action de rébellion, de prise de pouvoir par la force, certainement qu'à l'heure actuelle, la Côte d'Ivoire aurait fait de grands pas sur la voie de la stabilité. Et le coup de force de 2002, pour revenir sur ce point quand même essentiel, qui est quand même crucial dans le déclenchement de la crise en Côte d'Ivoire, si il est arrivé, je veux dire, ce n'est pas pour rien, si tout allait si bien, si vous aviez mis en place un dialogue, je veux dire une bonne gouvernance, il n'y aurait pas eu des mécontents, il n'y aurait pas eu les forces nouvelles. Non, mais les mécontents étaient là avant l'accession au pouvoir du président Gbagbo. Le mécontentement existait, la volonté de prise de pouvoir existait depuis la mort du président Houphouët-Boigny en 1993. Puisque dès 1993, le combat entre M. Ouattara et M. Bédié était déjà engagé. Même pour la succession du président Alassane Ouattara. Je dirais même que depuis 1991, certains cadres du Nord avaient conçu le projet que le Nord, lui aussi, prenne le pouvoir, au nom du Nord et pour le Nord. Et c'est le fondement de ce qu'ils ont appelé la Charte du Nord. Donc il y avait une volonté de la part d'un certain nombre d'acteurs nationaux de prendre le pouvoir coûte que coûte, parce qu'ils estimaient que c'était leur tour. Parce qu'ils estimaient que c'était légitime. Et donc, ce projet s'est consolidé avec M. Ouattara et abouti au coup d'État de 1999. Et ce projet s'est conçu à l'insu de M. Laurent Gbagbo. Donc, on ne peut pas dire qu'il est à la base de la crise. Il n'est pas à la base de l'ivoirité. Mais il a fait preuve, peut-être si on le dit, de légèreté, parce que vous ne pouvez pas être président de la République et ce genre d'information vous échappe totalement. Non, si on dit qu'il n'était pas au courant, ça veut dire que non, lui mais aussi ne contrôlait pas, il maîtrisait pas la situation. Non, mais s'il a fait une ouverture, c'est parce qu'il était conscient de ces divisions au sein de la classe politique ivoirienne. S'il a rassemblé tout le monde, s'il a tout fait pour que même le président Bédié et le président Alassane Ouattara, qui étaient en exil, à la suite du coup d'État militaire, reviennent. C'était dans un esprit de réconciliation. Donc lui-même, c'est lui qui a restauré, je dirais, le rôle politique de ces acteurs politiques. Mais vous savez, on ne fait pas la paix seul. Il faut aussi que les autres acteurs soient dans une logique de paix. Et je crois que c'est ce qui a manqué. Le président Gbagbo était dans une logique de paix. Il était conscient des problèmes qui se posaient au pays. Il savait qu'il y avait une nécessité de rassemblement et de réconciliation. Il a mis en œuvre toutes les actions qu'il a estimées nécessaires pour que le pays retrouve la paix. Mais en face, il y a eu donc une obsession par rapport à la prise de pouvoir par tous les moyens. Et c'est cette obsession qui s'est traduite par la tentative de coup d'État de 19 septembre 2002 qui a dégénéré en rébellion armée. Mais nous voyons aujourd'hui les conséquences qui sont dramatiques de cette logique de prise de pouvoir, de satisfaction d'une ambition par tous les moyens, d'une ambition politique par tous les moyens. En tout cas, Eric, avec ta permission, peut-être après la pause, on va revenir, parce que quand on écoute le président Afingessa, on a l'impression qu'on avait d'un côté des bons qui ont fait toutes des choses. Je voudrais quand même qu'on revienne un peu sur le passé du FPI et du président Laurent Gbagbo. Quelles sont, selon vous, les erreurs que votre régime a eu à commettre? Quelles sont vos erreurs? Quelle est votre part de responsabilité dans tout ce que la Côte d'Ivoire a eu à traverser ces 12 et 13 dernières années? Oh, je pense que si on peut parler d'erreur, peut-être c'est d'en avoir pas été assez loin par rapport à la profondeur de la crise. N'avoir pas été assez loin dans la résolution, dans la réconciliation nationale, par rapport à la profondeur de la crise. Je pense que par rapport à la profondeur de la crise, nos actions ont été insuffisantes. Oui, peut-être parce que vous avez juste voulu conserver le pouvoir et pas véritablement réconcilier. Non. Que répondez-vous à ceux qui pensent que toutes les mesures que vous avez évoquées, initiées par le président Laurent Gbagbo, c'était davantage parce qu'il souhaitait conserver son pouvoir et qu'il n'est justement pas allé aussi loin qu'il le fallait pour réconcilier définitivement les Ivoiriens? Non, il était au pouvoir, donc il ne se posait pas en 2000 et en 2001 un problème de conservation de pouvoir. Mais par la suite, justement, sur toute la période,
tous les actes qu'il a posés montrent bien qu'il n'était pas dans une logique de conservation de pouvoir. Ceux qui sont dans une logique de conservation de pouvoir utilisent en général la violence, la force. Et c'est ce que nous observons actuellement. Or, le président Laurent Gbagbo est passé partout où on a parlé de paix. Il a fait toutes les concessions. Il a même accepté que le chef de la rébellion soit le premier ministre du gouvernement de la République en 2007. On ne peut pas faire plus. Mais c'est une question de rapport de force. C'est parce que le rapport de force, lui, était défavorable. Mais il n'était pas obligé. Non, il était Il était à la tête de l'État. Il pouvait utiliser aussi l'action militaire. Mais il y avait on s'était rendu compte que ça ne pouvait pas, puisque l'action militaire n'avait pas porté de fruits. Véritablement. Mais on se voit bien, on se rend compte que dans cette crise-là, dans cette période-là, le pays était divisé en deux. Le président Laurent Gbagbo gouvernait une partie du pays, la rébellion une autre partie. Et on sait aussi que les tentatives militaires, l'armée ivoirienne à l'époque n'a pas brillé par sa bravoure. Donc militairement, c'était quasiment plié. Oui, mais quand on fait une concession, c'est pour un objectif. Si le président Gbagbo veut conserver le pouvoir, comment il cède le poste de Premier ministre à la rébellion? Parce que ça lui permet de rester, justement. Il restait président. Mais s'il met un de ses partisans, il reste président. Même s'il met un de ses partisans comme Premier ministre, il verrouille davantage. Je ne vois pas comment quelqu'un peut s'affaiblir parce qu'il a envie de rester au pouvoir. Parce qu'en faisant cette concession, il s'affaiblit. Mais il n'avait pas le choix. Mais il avait le choix. Il avait le choix. Il avait le choix. De force était tellement défavorable. Il avait le choix. Et ça, il faut que vous soyez clair qu'il avait le choix. Il a fait le choix de la paix. Il n'a pas fait le choix de la conservation du pouvoir. S'il voulait faire le choix de la conservation du pouvoir, il n'aurait pas ouvert. Mais le choix... Or, aujourd'hui, qu'est-ce que vous regardez? Le régime actuel qui fait le choix de la conservation du pouvoir a tout fermé. Et muselle même l'opposition. Or, le président Gbagbo, pendant cette période, il a voté une loi pour financer les partis politiques. Et même le RDR, qui n'était pas à l'Assemblée nationale, a été financé. Comment quelqu'un qui fait le choix de la conservation peut-il renforcer ses adversaires politiques? Avec vos permissions, vous dites qu'il a fait le choix de la paix, mais ça a conduit à la guerre. Parce que vous voyez bien qu'après les élections, on a eu plus de 3000 morts. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une erreur d'avoir tout accepté? Parce que justement, on se rend compte que le président Gbagbo, dans toutes les négociations, a tout cédé, à la limite presque facilement. Est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui que c'était... Permettez-moi l'expression, une bêtise. C'était pas une bêtise. On ne peut pas dire qu'un dirigeant... Pour rebondir sur la question de... On ne peut pas dire qu'un dirigeant... Est-ce que vous n'avez pas fait d'erreur, justement, d'avoir fait trop de concessions? On ne peut pas dire qu'un dirigeant qui fait des ouvertures commet une bêtise. Nelson Mandela n'a pas fait une bêtise en demandant à l'ANC d'accepter la réconciliation avec les Blancs. Mais la preuve, il est célébré. En Afrique du Sud, il n'y a pas eu de guerre après, parce que la conséquence, c'est qu'après la crise post-électorale, on a connu encore une guerre en Côte d'Ivoire. Mais bien sûr, bien sûr, parce que justement, en Afrique du Sud, quand Nelson Mandela a fait cette ouverture, tous les acteurs ont accepté de rentrer dans la logique de paix et personne n'a osé, ni les Blancs ni les Noirs, n'ont osé remettre en cause le processus de réconciliation nationale par la guerre. Or, chez nous, ici, ceux qui ont bénéficié de cette ouverture, ceux qui ont bénéficié qui ont vécu cette ouverture, cette disponibilité et cette volonté de réconciliation ne sont pas restés dans la logique de réconciliation. Et c'est pourquoi je vous dis qu'on ne fait pas la paix tout seul. Vous pouvez être animé de meilleures intentions du monde. Si ceux qui sont en face, ceux qui sont dans la belligérance avec vous, refusent la paix, il aura toujours la guerre. Et c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il n'y a pas eu une faiblesse stratégique au niveau du FPI? Vous, par exemple, vous étiez à Marcoussis, et c'est vous qui avez paraphé les accords de Marcoussis. Comment vous pouvez être au pouvoir, paraffer un accord qui vous demande de donner le ministère, notamment de la sécurité, aux rebelles? Vous l'avez paraphé, c'est ce que disait Marcoussis. Non, Marcoussis n'a jamais dit ça. Si, bien sûr. Mais moi, je suis signataire. Est-ce que vous avez lu Marcoussis? Bien entendu. Marcoussis n'a jamais dit ça. Qu'est-ce que Marcoussis disait? C'est à Kléber, dans la mise en œuvre de l'accord, que certaines autorités ont souhaité, ont demandé que le ministère de la Défense et vous avez accepté de l'Intérieur. Vous avez accepté. On n'a pas accepté. Non, vous l'avez accepté. On ne l'a pas accepté. La preuve, ils ne sont pas devenus ministres de la Justice. Mais c'est à Abidjan que ça a changé. Mais oui, donc ça n'a pas été accepté. Oui, mais la décision, vous l'avez acceptée politiquement, mais l'application, vous l'avez acceptée. On ne l'a pas accepté. Moi, je n'étais pas à Kléber, donc vous ne pouvez même pas me poser la question. On ne l'a pas accepté. La preuve, ça a fallu
ça a nécessité que nous allions aux accords d'Accra. Voilà, quittons sur, laissons Accra, parce que j'estime que c'est des accords passagers. Oui, on va sortir avec l'accord que tout le monde a essayé de saluer comme l'accord définitif, c'est Ouagadougou. Alors, qu'est-ce qui se passe à Ouagadougou où, visiblement, vous acceptez d'aller aux élections avec des conditions qui ne sont pas respectées. Et malgré ça, vous allez aux élections avec un pays encore divisé en deux. Il n'y a pas eu de désarmement. Où était la stratégie? Ouagadougou dit qu'il faut faire le désarmement mais 3 mois avant les élections. Maintenant, c'est dans l'application de Ouagadougou qu'il n'y a pas eu de désarmement. Pourquoi vous êtes allé aux élections? Mais parce que les conditions étaient remplies et que tout le monde poussait aux élections. Est-ce que ce n'est pas parce que vous étiez sûr de gagner? Parce que tout le monde avait dit à Laurent Gbagbo, y compris les sondages de TNS Fofres, qu'il gagnerait par tous les moyens. On se rappelle du slogan, on gagne ou on gagne. Oui, on sait aussi qu'à l'intérieur du FPI, il y a eu des divisions. Il y a eu certains qui étaient contre l'élection parce qu'ils estimaient que c'était un piège. Mais vous êtes allé avec certains cadres du parti, y compris Laurent Gbagbo. Est-ce que ce n'est pas parce que vous étiez sûr de gagner? Parce qu'il y avait la paix et parce que nous étions sûrs. Il n'y avait pas la paix, Pascal Afingessa. Le pays était encore divisé. Les rebelles étaient encore en armes. Le pays n'était pas divisé. L'autorité de l'État n'était pas exercée partout. Les rebelles n'étaient pas désarmés, mais le pays n'était pas divisé. Et tous les acteurs étaient d'accord pour aller aux élections sans violence. Le chef de la rébellion était le premier ministre du gouvernement. C'est donc lui qui avait la responsabilité de faire en sorte que les élections se déroulent normalement. Monsieur Guillaume Soro, que M. Gbagbo a dit d'ailleurs que c'était son meilleur Premier ministre. Ils n'ont pas respecté leur engagement. Ils ont usé des armes, ils ont falsifié, ils ont organisé la fraude. Et c'est cette fraude qui a été contestée. Voilà. Donc, même aujourd'hui, on peut organiser une élection. Si un des acteurs fait usage de la violence, se procure des moyens de perturber les élections, ceux qui sont victimes de ces perturbations ont le droit d'évoquer les dispositions légales pour contester. Pascal Afingessa, pourquoi est-ce qu'après l'élection de 2010, vous avez décidé de rester au pouvoir malgré tout ce qu'il y a eu comme rendam à la fois sur la scène interne et internationale? Pourquoi, vous qui étiez proche du régime, pourquoi à un moment donné, le président Laurent Gbagbo décide contre tous de s'agripper au pouvoir? Pourquoi cette stratégie radicale? Il a été déclaré élu par le Conseil constitutionnel. Il a été investi par le Conseil constitutionnel. Vous voulez peut-être qu'on revienne sur le Conseil constitutionnel. Vous savez quand même que la déclaration d'élection de Laurent Gbagbo par le Conseil constitutionnel peut être, pour être gentil, considérée comme une parodie de justice, parce qu'on ne ressentait pas la volonté de dire le droit, mais la volonté de déclarer Gbagbo gagnant, en essayant d'aller même au-delà des requêtes qu'avait formulées le FPI. Ça, c'est l'opinion. Cette opinion. Non, ce n'est pas une opinion. C'est une opinion. Non, ce sont des faits. Le fait, c'est que le Conseil constitutionnel l'a déclaré élu. C'est ça qui est le fait. Sur quelle base? Toute autre appréciation n'engage que celui qui l'émet. Oui, mais les faits, c'est qu'il a été investi président de la République par le Conseil constitutionnel. Les faits, c'est aussi que vous aviez accepté dans le processus justement de ces élections d'avoir la certification de l'ONU. Et l'ONU a dit que c'est Ouattara qui a gagné. Mais c'est une forfaiture dans la mesure où la certification ne consiste pas à déclarer le résultat d'une élection. La certification consiste à la valider, à vérifier si toutes les étapes du processus électoral ont été menées convenablement et correctement, conformément au texte. Voilà ce que signifie la certification. Donc si quelqu'un sort de ce cadre pour aller proclamer un résultat, il ne fait plus de la certification, et il fait de la forfaiture. Mais si au sein même, justement, de la commission électorale, on a vu, on se souvient de ces images, je veux dire, cette bataille, des gens à qui on arrache des papiers et tout ça, est-ce que, je veux dire, avec le recul, 3 ans plus tard, vous campez sur votre position, Gbagbo avait gagné cette élection, et votre victoire vous a été volée? Mais je ne campe sur aucune position. J'évoque des faits que vous-même vous connaissez. Et le fait, c'est que M. Gbagbo a été déclaré élu par le Conseil constitutionnel. L'autre fait, c'est qu'il a été investi par le Conseil constitutionnel. L'autre fait, c'est qu'il y a eu une guerre à la suite de tout cela. Et l'autre fait, c'est que ce même Conseil est venu plus tard déclarer un autre candidat président de la République. Voilà les faits. Et il faut dire les faits. Oui. Les faits, c'est que M. Gbagbo a été déclaré élu par le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les faits. Pascal Afingessa, Laurent Gbagbo a
avait une image, une image au-delà de la Côte d'Ivoire. D'un humaniste, c'est quelqu'un qui était reconnu très chaleureux et qui aimait l'homme. Est-ce qu'à un moment donné, quand vous avez Barack Obama, Sarkozy, j'ai envie de dire le monde entier contre vous, même si vous êtes convaincu au profond de vous que vous avez gagné, pour la survie, pour la paix, comme vous dites que tu es un homme de paix, on ne se retire pas pour dire je préfère perdre le pouvoir, mais laisser les Ivoiriens vivre en paix et revenir en 2015. Voilà, on est déjà pratiquement en 2015. Est-ce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas une faute morale? Est-ce que Laurent Gbagbo n'a pas trahi ceux qui croyaient en lui en ce moment-là? La faute morale, c'est de laisser son pays occupé par une colonisation. Et c'est pourquoi il y a eu des résistants dans tous les pays. Quand les Blancs sont venus en Afrique pour coloniser, les Africains ont résisté. Ils savaient bien qu'ils allaient être vaincus, mais ils ont résisté. S'ils n'avaient pas résisté, c'est là qu'il y aurait eu la trahison. Et donc, ce n'est pas parce que des grandes puissances qui ont des moyens de destruction massive ont une volonté qu'il faut que tout le monde s'aplatisse. Qu'est-ce qu'on fait des morts? Mais qu'est-ce qu'on fait des morts? Est-ce que les 3 000 morts, on a l'impression qu'on passe là-dessus facilement. Les morts sont à l'actif de ceux qui ont mené la guerre. Et il serait dangereux de condamner les victimes, tout simplement parce qu'ils ont résisté. Et d'adouber les bourreaux, ceux qui ont utilisé les armes, ceux qui ont utilisé les hélicoptères pour bombarder la résidence présidentielle, pour bombarder les forces de défense et de sécurité. Ceux-là, qu'est-ce que vous dites de leur action? Voilà la réalité. Donc c'est facile de dire pourquoi vous résistez, pourquoi vous ne vous soumettez pas, pour éviter d'être massacrés. C'est facile de le dire. Et de considérer que ceux qui nous traumatisent, ceux qui nous martyrisent, ceux qui nous persécutent, sont dans leur droit parce qu'ils sont les plus forts. Nous refusons la loi du plus fort. Et dans l'histoire de l'humanité, il y a des valeurs pour lesquelles il faut se battre. Il y a des principes qu'il faut défendre. Si on ne le fait pas, on ne peut pas construire un monde de paix. Ces principes valaient 3500 morts durant la crise il faut poser la question à ceux qui ont bombardé. Est-ce que la conquête du pouvoir méritait les 10 000 morts, les plus de 10 000 morts? Parce qu'il faut regarder aussi ceux qui sont morts depuis 2000. Voilà. Est-ce que la conquête du pouvoir est justifiée par ces milliers de morts? Ça aussi, c'est une question qu'il faut poser. Au lieu de poser la question aux victimes, il faut poser la question aux bourreaux. Comme vous êtes en face de nous, on vous pose à vous la question. C'est vous qui êtes là aujourd'hui, donc c'est vous qui avez peut-être, si vous voulez... Non, nous le poserons. Nous, on va permettre à Eric, si tu permets toujours pour Bien sûr, il nous reste 10 minutes, donc on va revenir sur la question de la réconciliation et de l'avenir aussi de l'opposition. Voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, Pascal Affi-N'Guessan, la Côte d'Ivoire a trop souffert de la guerre, on le dit. L'une des choses aussi qu'on reproche au SPI, c'est qu'on dit que vous n'avez pas voulu demander pardon, que vous n'avez pas voulu reconnaître votre part de responsabilité. Est-ce que c'est vrai déjà? Aucun acte de contrition. On a l'impression que vous n'avez pas voulu à un moment donné faire profil bas. Nous, c'est pour cela que nous proposons les États généraux, pour que la responsabilité des uns et des autres soit située. Et que ceux qui, effectivement, sont reconnus comme étant la base de crimes ou des actions de quelque nature que ce soit, puissent faire amende honorable, puissent faire repentance et en retour recevoir le pardon. Mais le pardon, on ne le déclare pas comme ça dans la rue. On le déclare dans un cadre, après avoir écouté les uns et les autres, après avoir situé les responsabilités. Et c'est ce cadre-là que nous proposons actuellement au gouvernement. Au lieu d'être dans le pardon des victimes ou des vaincus. Parce que ce que le régime nous propose, c'est ça. Vous avez perdu la guerre, donc vous devez demander pardon. Nous avons gagné, donc nous avons raison. Mais le régime demande pardon. J'ai vu le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, à Gagnoa, demander pardon. Ce n'est pas une déclaration publique comme ça au cours des meetings qui est le pardon. Mais ça a sa valeur. Et ça n'engage personne. Et les victimes ne se sentent pas concernées par cette méthode de demander pardon. Un pardon, dans la tradition, obéit à une procédure, obéit à des règles. Et ce sont ces règles-là que nous proposons. C'est ce cadre-là que nous proposons. Pour que le pardon soit solennel, pour que la vérité soit dite de façon formelle. Voilà le cadre que nous proposons. Au lieu de faire donc de la surenchère, je sais pas, de la démagogie. Ça peut être un premier pas. Et après, on fixera le cadre institutionnel. Oui, mais nous ne voulons pas rester dans la démagogie. Oui. Nous ne voulons pas rester dans la démagogie. Nous ne voulons pas rester dans la légèreté. Parce que les questions qui sont en jeu sont tellement importantes qu'il faut faire preuve de sérieux et de rigueur dans la recherche des solutions. Et c'est le sérieux et la rigueur qui nous
guide lorsque nous proposons les États généraux de la République. Une petite parenthèse, Pascal Afingessant, à titre personnel. Comment vous réagissez au fait que le régime Ouattara ait adoubé l'ancien chef d'état-major, le général Philippe Mangou, qui est aujourd'hui l'ambassadeur du Gabon en Côte d'Ivoire? Vous, je sais que vous étiez un peu proche du général Mangou. Comment vous vivez ça? Oh, avec beaucoup de tristesse. Avec beaucoup de tristesse, parce que je pense que après, quand on a à jouer un rôle dans une posture donnée, il faut parfois avoir le courage d'assumer l'avenir, l'histoire, d'assumer d'abord son passé et de se positionner par rapport à ce passé. Et donc, tous ceux qui... Vous considérez ça comme une trahison? C'est une haute trahison? Oh, je dis que j'ai vécu ça avec beaucoup de tristesse. Voilà, beaucoup de tristesse, et c'est tout ce que je peux dire. Et qu'est-ce que vous pensez, justement? Vous dites qu'il faut une instance pour pouvoir demander pardon. L'Afrique du Sud avait mis en place la commission Vérité et Réconciliation. Ici, il y a aussi la commission présidée par l'ex-premier ministre Charles Konan-Banny. Qu'est-ce que vous pensez du travail qu'il a mené? Ben, il faut évaluer le travail de la commission à ses résultats. Et pour le moment, les résultats sont reconnus par toute la communauté internationale comme très faibles. Il n'y a pas un seul rapport, qu'il s'agisse des Nations Unies, de International Cases Group ou de Transparency International, qui soit élogieux vis-à-vis du travail de la Commission. Ce qui est étonnant, M. Afingessant, par exemple, là, vous citez des organisations internationales. Par exemple, je retiens l'International Crisis Group. Là, vous les prenez à témoin quand ce qu'ils disent est à l'encontre de vos adversaires. Mais quand les mêmes International Crisis Group, durant la crise post-électorale, ont été les plus sévères avec le régime Gbagbo durant cette crise, ils ont accusé des escadrons de la mort dans les quartiers d'Abobo et tout ça. Là, vous disiez, ce qu'ils racontent, c'est du n'importe quoi. Alors, n'est-ce pas un peu deux poids, deux mesures? Aujourd'hui, vous prenez appui sur ceux qui disent pour condamner le régime, mais à l'époque, quand eux vous critiquaient, c'était du n'importe quoi. Non, pas systématiquement. On apprécie chaque acte par rapport à son objectivité et sa réalité. Voilà. Ce n'est pas l'organisation... Ils sont plus objectifs quand ils attaquent le régime Ouattara. Moi, je les cite. Ouais. C'est à vous de dire s'ils ne sont pas objectifs ou pas. Moi, je les cite. Et je constate que s'agissant de la Commission de dialogue, vérité et réconciliation nationale, voilà l'avis qui a été rendu par cette organisation, comme par beaucoup d'autres organisations. Donc, c'est à vous d'apprécier. Pascal Afingessant, parlons justement dans ce processus de réconciliation des dossiers chauds. Simone Gbagbo, l'État ivoirien a refusé de l'envoyer à la Cour pénale internationale. Charles Blé Goudé, quelle est sa situation? Parce que l'une des choses qu'on remarque, c'est qu'on n'a pas l'impression que le FPI bagarre vraiment. Est-ce que vous n'avez plus besoin d'eux pour votre combat futur? Est-ce qu'eux aussi, qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ne peuvent pas être des relais faciles dans ce processus de réconciliation? On sait par exemple l'influence que Charles Blé Goudé avait auprès d'une certaine jeunesse ivoirienne. Quel est leur cas à votre niveau? Comment vous gérez ces deux dossiers? Mais nous les gérons globalement. C'est pourquoi peut-être vous pouvez avoir le sentiment que nous ne faisons pas suffisamment de fixation. Nous ne focalisons pas suffisamment sur un nom ou un autre, parce qu'il y a beaucoup de cas. Et tous ces cas se ressemblent, tous ces cas rentrent dans la même dynamique. Et c'est pourquoi nous globalisons la lutte, de manière à ce que lorsque nous parlons de dialogue politique, que ce dialogue politique aboutisse à la libération à la fois de Blé Goudé, de Simone Gbagbo, de Jean-Yves Dibopieux et de milliers, de dizaines de milliers de jeunes qui sont actuellement en prison, accusés d'être des miliciens. Donc, nous ne citons pas individuellement parce qu'il y a beaucoup de cas, si on devait les citer. On ne cite même pas les militaires qui sont en prison. Certains, tout simplement parce qu'ils sont restés loyaux, fidèles à la République, loyaux aux institutions de la République, sans chercher à savoir qui incarne ces institutions de la République. Donc, c'est cela, c'est pour cela. Donc, leur cas nous préoccupe. Et tout ce que nous faisons à l'heure actuelle vise justement à faire en sorte qu'ils soient libérés. Et que, comme je l'ai indiqué, ceux aussi qui sont en exil rentrent. Mais lorsque nous parlons des exilés, nous ne citons pas des noms de la même façon. Parce c'est l'ensemble des exilés, c'est l'ensemble des prisonniers qui sont concernés par notre action, y compris le président Laurent Gbagbo. Donc, c'est une nécessité pour nous. D'abord, une nécessité éthique. Mais est-ce que le cas de Laurent Gbagbo n'est pas un cas un peu compliqué? Parce que vous savez aujourd'hui que même si le président Ouattara voulait
il ne peut plus le faire revenir de La Haye parce que c'est largement au-delà de ses compétences. Ça, vous le savez. Nous en sommes conscients. Nous savons que le cas du président Gbagbo est différent du cas de ceux qui sont en prison en Côte d'Ivoire ou du cas des exilés. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui a créé la situation de l'intrusion de la justice pénale internationale. Donc, de la même façon qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara prend la décision de ne plus transférer d'autres Ivoiriens, alors qu'ils sont réclamés par la CPI, de la même façon, la Côte d'Ivoire peut agir de manière à ce qu'une solution soit trouvée au dossier du président Laurent Gbagbo. Il y a une incapacité d'influence et il y a un rapport nécessaire entre la situation du président Gbagbo et la situation en Côte d'Ivoire. Et donc, si nous travaillons à favoriser une solution, cela peut impacter la décision de la CPI. Vous estimez qu'il ne sera pas jugé de façon impartiale à la CPI? Pourtant, je veux dire, à première vue, on pourrait se dire qu'il y aurait plus d'impartialité à la CPI qu'en Côte d'Ivoire. Puisqu'en Côte d'Ivoire, ça serait alors traité de justice des vainqueurs. La question ne se pose pas en termes d'impartialité de la CPI. Elle se pose en termes d'abord de légitimité de la poursuite. La Chambre préliminaire elle-même, au cours de l'audience de 2012, a indiqué qu'il n'y avait pas d'éléments pouvant laisser penser que le président Gbagbo avait commis les crimes qui lui étaient imputés. Nous, sur cette base, nous disons, s'il n'y a pas donc de fait, libérez-le. Voilà la première démarche. Le deuxième élément qui fonde notre démarche, c'est que le régime ivoirien veut faire en sorte que M. Gbagbo soit le seul coupable dans tout ce qui s'est passé. Alors que tous les rapports, à la fois nationaux et internationaux, indiquent qu'il y a d'autres coupables. Donc nous disons, pour l'équité, pour l'impartialité, pour ne pas faire une justice des vainqueurs, il faut que le président Laurent Gbagbo soit libéré et que la question de la crise en Côte d'Ivoire se règle en Côte d'Ivoire. De façon politique alors? De façon politique. D'accord. Ça pose un autre problème, Pascal Afingessian, c'est le problème de la sécurité en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, par exemple, on a eu à rencontrer beaucoup de gens, parlant des questions aussi de liberté même d'expression. Il y a des gens qui nous disent qu'ils ne peuvent pas avoir accès à la RTI. Je ne sais pas si c'est votre cas. Est-ce que vous avez accès à la RTI? Non. Ils essaient depuis quelques jours de faire quelques efforts. Mais structurellement, nous n'avons pas assez à la RTI. L'autre problème, c'est vraiment sur la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, on a, à cause de cette crise-là, on ne sait pas qui est l'armée ivoirienne. Véritablement, il y a des anciennes milices qui ont été recrutées par les forces nouvelles, par le camp Ouattara, pour mener cette fameuse bataille d'Abidjan. On sait aussi que le président Gbagbo a recruté des milices à l'époque pour combattre les rebelles et même aussi après la crise électorale. On a plein de gens en armes en Côte d'Ivoire et on ne sait même plus comment sortir de cette situation. Quelle est votre proposition? Comment on fait? Parce que si on va à une élection en 2015 sans avoir réglé le problème sécuritaire, avec des gens qui ont encore des Kalachnikov chez eux, est-ce qu'on ne court pas le risque d'avoir une situation encore plus grave que celle qu'on a connue en 2010? Évidemment, si ces questions liées à la sécurité ne sont pas réglées, il est, je dirais, illusoire de penser que les élections se tiendront dans un contexte apaisé et que nous ne courons pas un risque plus grand qu'en 2010. Il est tout à fait évident. Non, nous sommes totalement d'accord avec vous. Et c'est pour cela que la question de la sécurité préoccupe le Front populaire ivoirien, comme elle préoccupe aussi l'ensemble des partenaires de la Côte d'Ivoire. Dernièrement, l'ONU a publié un rapport, justement, s'agissant de la confrérie des Dosso, qui menace la sécurité nationale. Mais en dehors donc de ce problème des Dosso, qui est un problème qui s'est posé dans le mouvement de la rébellion armée du 19 septembre 2002, il y a le problème même des ex-combattants. Plus de 60 à 70 000 ex-combattants aujourd'hui sont dans la nature. Ceux qui ont accompagné le pouvoir de l'accession au pouvoir de M. Ouattara sont dans la nature. Il faut les désarmer. Et ceux qui ont aussi essayé de défendre le vôtre. Parce que il y a aussi les ex-combattants, il y a des deux camps. Il y a aussi, c'est vrai, que étant donné le désordre qui a suivi l'accession au pouvoir de M. Ouattara, il y a des ex-FDS, il y a d'autres personnes qui sont en armes et qui sont aussi dans la nature, d'autres à l'extérieur comme réfugiés, et tout cela constitue une menace pour la sécurité nationale.
il y a aussi la police et la gendarmerie qui sont en fait désarmés. Parce que le régime n'a pas confiance en eux. Parce qu'ils sont restés loyaux aux institutions, on se méfie d'eux. On considère qu'ils ne sont pas sûrs. Et donc, on refuse de les impliquer dans la gestion de l'ordre public. Or, ce sont les spécialistes de l'ordre public. Et ce sont eux qui ont aussi l'autorité pour mener cette action. Dans cet ensemble de faits, il y a l'armée, comme vous l'avez dit, qui n'est plus véritablement une armée. Oui, parce qu'on a dû intégrer des anciens on a essayé de mettre ensemble des anciens ennemis, puisqu'ils se sont tirés dessus, se sont entretués, et on les met ensemble. Mais sans respecter les hiérarchies, sans respecter les grades, et en faisant en sorte que ceux qui ont gagné soient les chefs. Et tout ça fait que, véritablement, nous n'avons pas d'armée. Donc, cet ensemble de questions s'inscrit dans le cadre de la réforme du système de sécurité. Et nous proposons que cette réforme-là soit une thématique des États généraux de la République, afin que toutes les composantes de la nation participent à la redéfinition de la nouvelle armée, participent à la refondation du système judiciaire et fassent en sorte que ce secteur-là ne soit plus une menace pour la paix civile et pour la sécurité nationale, et au contraire contribue à sécuriser les élections à venir. Merci beaucoup Pascal Affi-N'Guessan. Je rappelle que vous êtes donc le président du FPI, le Front Populaire Ivoirien. Merci. Merci pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup Jules Domché pour avoir participé au président à cette grande interview. À nos questions. Merci à vous chers téléspectateurs pour votre fidélité à Vox Africa. On se retrouve prochainement sur la même chaîne. À bientôt, au revoir.